Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ça, je vais vous dire ouvertement. Aujourd'hui, c'est ici. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler. On en a marre. Sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça, donc ça sera fait. Donc l'éducation, ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, on entend ça depuis 3 ans, de la part du président de la République et au moment du Covid. Eh bien les guerres, c'est un peu sur tous les fronts. On espère les moins sanglantes possibles, mais quand même, il y a de la colère dans l'air. Il y a de la colère dans l'air. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs? On a vu ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui continue de se passer en Allemagne très massivement. Eh bien, en France aussi, ça prend des proportions importantes, plus qu'importantes. Pourquoi? Réunion hier à Matignon avec 2 syndicats agricoles. Et aujourd'hui, nous recevons la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé à ce stade? Et pourquoi aujourd'hui on sent que c'est une colère qui vraiment prend? Nous allons aussi parler de Gabriel Attal et de ses propositions pour l'école, notamment en matière, effectivement, d'éducation sexuelle, etc. Et nous avons les Mamans Louves, la représentante, la porte-parole des Mamans Louves qui va en parler. Est-ce que c'est à l'école que ça doit se passer? Pourquoi pas? Mais à quelles conditions? Et comment? Et à quel âge? Et puis, après les perles, les huées, les bravos, nous allons recevoir Romain Molina et nous allons parler d'une guerre qui, elle, dure depuis des décennies et dont on parle très peu, sauf en ce moment. C'est un livre passionnant qu'il a écrit sur le Yémen. Le Yémen, vous savez, c'est Bab el-Mandeb. Ça garde la porte de la mer Rouge et la porte du canal de Suez. Et aujourd'hui, les Houthis du Yémen bombardent des navires américains qui ripostent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en parlera. Accrochez vos ceintures, amarrez-vous, on part. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ils nous nourrissent, mais on préfère la Nouvelle-Zélande. Ils nous nourrissent, mais on préfère le Mercosur. Ils nous nourrissent, mais on préfère importer à 20 000 km. C'est tellement plus facile, c'est plus cher. C'est moins cher, c'est un autre problème. Et l'agriculture française, on s'en occupe? Mais oui, bien sûr. On voit comment. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On en a marre, mais c'est très bien de le faire en chanson. Mais ça va quand même beaucoup plus loin. Quand on pense que hier, les exploitants ont manifesté leur colère devant la préfecture du Lot-et-Garonne en déversant du lisier, des pneus et divers déchets agricoles devant les grilles du bâtiment, devant le grille de la préfecture. Peinture rouge, à jeun, aujourd'hui. Des tripes et du sang ont été utilisés provenant d'un abattoir. Et sur les grilles de la préfecture, les agriculteurs ont accroché une grande bâche sur laquelle on peut lire « On ne crèvera pas en silence ». Et on ne parle pas de tout le reste, ce qui s'est passé après Toulouse, en Occitanie, la préfecture d'Avignon, etc., etc. On appelle à des barrages dans l'Oise, la Sarthe, en Aquitaine, à Poitiers, un peu partout dans le Gers, effectivement, aussi un appel absolument intersyndical et même au-delà. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Vous êtes présidente de la coordination rurale. D'abord, vous êtes dans quel domaine? Vous êtes agricultrice dans quel domaine? Je suis productrice de lait en bio dans le Sud Finistère. D'accord. Et la coordination rurale, c'est combien de divisions? Alors, toutes les sections de production agricole sont représentées, tous les départements sont représentés et donc tous les modes de production également. On est le premier syndicat 100% agriculteur. Il y a à côté de nous le syndicat qui est plutôt de l'agroalimentaire et ensuite on a un autre syndicat, le 3e syndicat, qui est plutôt celui qui ressemble plus à une association environnementaliste écologiste. Mmh. Vous parlez de qui là, les environnementalistes? La Confédération paysanne. La Confédération paysanne, c'est ça, d'accord.
Oui, qui sont plus de ce côté-là, effectivement. Alors, dites-moi, hier, il y a eu une réunion à Matignon avec Gabriel Attal pour discuter justement de la crise agricole. On va en parler longuement avec vous, Véronique Le Floch. Pourquoi la coordination rurale n'était-elle point invitée ? Alors, je représente la coordination rurale, je suis une agricultrice de terrain, je suis en bleu tous les jours, et à côté de nous, il y a un autre syndicat où ils sont plutôt en costume-cravate. Donc, s'il y a une hiérarchie, alors même que tous les agriculteurs sur le terrain nourrissent la France et bien au-delà, je pense que cette distinction est malvenue, très malvenue, et pour le terrain également. Ceci dit, ils nous reçoivent aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. À Matignon. Tout à fait. À Matignon et en début d'après-midi au ministère de l'Agriculture également. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, coordination rurale, par rapport à ce qui se passe ? On voit depuis quelques jours, effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. On sait que de temps en temps, il y a effectivement des soulèvements, on voit des tracteurs un peu partout. Là, l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est pas agriculteur, il y a quelque chose qui a l'air plus fort, plus résolu. Pourquoi ? Alors, c'est une accumulation de tout ce que vous avez pu dire avant, les normes, le non-respect, l'agribashing. Et justement, ce qu'on aimerait, c'est que d'abord soient résolus, et le plus rapidement possible, les problèmes de trésorerie de nos agriculteurs. C'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui le dit, 40% des exploitations sont en détresse financière. Donc là-dessus, 40%. C'est énorme. Parce que si cette année, ou en 2 ans, ou peu importe le temps, on perd ces 40% d'exploitation, et que l'année suivante, on perd encore 40% des restants, on comprend bien le résultat auquel on arrive aujourd'hui. Dans les années 80, nous étions plus d'1 million, 1,3 million d'exploitation. Aujourd'hui, il y en a 4 fois moins. Et pour autant, en 40 ans, il y a 4 fois moins d'exploitation. Tout à fait. Et il y a toujours autant de personnes à travailler dans le para-agricole. Derrière chaque exploitation, il y a 7 à 8 emplois. Et ça, il faut voir toute cette valeur créée. Ces agriculteurs qui, tous les jours, aimeraient vivre comme les autres, qui payent les retraites de tout le monde, parce que nous, dans nos factures, est incluse cette part de retraite, cette part de couverture sociale, cette couverture sociale que nous n'avons pas. Et vous n'avez pas du tout. Si, on a une couverture sociale, mais pas à la hauteur. Quand vous voyez, pour se faire soigner, mais on a des restes à charge, mais énormes. Bientôt, les agriculteurs ne peuvent plus se faire soigner. Les agriculteurs, s'ils n'ont pas de chance et qu'ils tombent malades avant même d'avoir eu le temps d'aller en retraite, il n'y a pas de structure pour nous recevoir. On accompagne à la mort des agriculteurs. Tués sous le boulot. Et donc ça, c'est pas normal. On est une profession d'exception. On fait un métier d'exception. On défend, nous autres, la coordination rurale, l'exception agriculturelle. On aimerait être traité comme la culture pour que justement, on ne soit plus soumis à tous ces accords de libre-échange. Et par rapport c'est intéressant, pardon. Vous parlez de la culture. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que la culture et tous les acteurs de la culture disent préférence nationale, mais pour les agriculteurs, pas de préférence nationale. Hein. Tout à pas fait. Du tout. Ouais. Et il y a un autre malaise, mais on n'en parle jamais. Oui. Vous avez parlé de tous ces accords de libre-échange, de produits importés qui ne répondent pas à nos normes. Mais tout ça, faut bien se dire que ça profite à certains. C'est-à-dire à qui ? Alors, quand on lit certains communiqués de presse, même s'il faut remonter à quelques années, mais pas si loin que ça, au niveau de l'ambassade française à Wellington, on lisait, en prévision de ces accords de libre-échange, que ces accords seraient favorables à 24 sociétés du CAC 40. Je veux bien, mais on n'a pas à se nourrir, nous autres Français, avec de la marchandise importée au bénéfice de grands groupes. Et en plus, les citoyens que nous sommes tous ne payons pas cette alimentation importée moins chère. Bien au contraire. Oui, il faut le dire, ça. Et ça, c'est important. Et au niveau de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, on analyse cette répartition dans notre alimentation, dans notre budget alimentaire. Oui. Ces importations pèsent aujourd'hui pour 30%. C'est énorme. 30%. Et en valeur pour 100 € dépensés, 30 € sont allés à des produits d'importation. Attendez, ça c'est très important ce que vous dites. Vous voulez dire que moi, quand je vais acheter pour 100 € de produits alimentaires dans n'importe quel supermarché ou marché, etc. français,
30% maintenant, c'est des produits étrangers. Tout à fait. D'accord. Dont sur ces 30%, vous avez la moitié qui sont importés et revendus bruts, et l'autre moitié qui intègrent des plats préparés et des transformations. Mais dites-moi, Véronique Le Floch, si on continue comme ça, je vous écoute et puis on voit les chiffres, on va vers une disparition du monde agricole. C'est ça à terme. Je dis pas demain, je dis pas après-demain, mais qu'est-ce qu'on veut, où on va? Alors, il faut poser la question politique. Je pense que la politique agricole est définie à Bruxelles. Leur schéma, il semble clair pour nous autres agriculteurs. L'agriculture, à l'ouest de l'Europe, c'est comme s'ils souhaitaient faire une croix dessus. Quand on voit comment nous sommes tous menacés, que ce soit les Hollandais qui ont créé le mouvement Farmers il y a à peine un an, enfin, ils l'avaient déjà, les Allemands qui sont dans la rue, les Irlandais, les Italiens qui se sont lancés aussi. Nous autres, nous sommes tous appelés à réduire notre production. Alors même qu'on nous envahit d'autres produits, alors même que nous avions suffisamment de quoi à nourrir nos populations. On ne peut plus parler de souveraineté alimentaire. Même en pâtes alimentaires, nous avons un déficit en termes de balance commerciale de 500 millions d'euros. Nous sommes exportateurs nets de blé dur, le blé dur qui sert à faire nos pâtes alimentaires, et nous importons des pâtes. Nous exportons du blé, nous importons de la farine. Vous achetez de la farine à hauteur de 50%, c'est de la farine qui a été produite à partir de blé d'importation. Mais où va-t-on? Vous voulez dire, on envoie le blé, ils font de la farine, on rachète de la farine. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu comme si demain, on importait des baguettes d'Algérie. Oui, c'est ça, oui, des baguettes de pain, oui. C'est assez... On se dit, vous savez, justement, quand on va faire ses courses, quand on va faire son caddie, c'est ça qu'on devrait avoir aussi à l'esprit. Mais politiquement, puisque vous avez quand même des contacts avec politiques, les représentants, etc., mais quel est l'intérêt de faire que la France soit un pays, il n'est plus industriel ou presque, enfin hélas, on l'a vu, la désindustrialisation, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'il ne soit plus agricole, qu'il reste quoi, le tertiaire? Enfin, c'est un peu ce qui se dessine. On voit bien, l'alimentaire, ça serait l'Amérique du Sud et puis l'Océanie. On verrait la Chine dans toutes les babioles qui viennent aussi nous inonder et nous polluer parce que c'est de la pollution. Et les médicaments. Ouais. Donc il nous reste, oui, nous, le tourisme et puis on n'a plus d'électronique. Franchement, il est temps de se réveiller. Mais est-ce que, alors justement, parce qu'on a souvent vu les mouvements d'agriculteurs, etc., qui commencent à se faire, et puis après, au bout de quelques mois, quelques jours, ce qu'on comprend, parce que vous m'avez dit justement, hors antenne, Véronique Le Floch, mais nous, vous savez, on a des exploitations, attends, là on manifeste, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas laisser l'exploitation comme ça. Donc, il y a effectivement, vous ne pouvez pas rester à manifester pendant des mois et des mois, mais en même temps, est-ce que si vous ne faites pas pression, qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire, il y a une double peine ou un double piège là. Alors tout à fait, mais nous ne quitterons pas les lieux de blocage tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Ceci dit, il faudra des rotations puisque là où il y a de l'élevage, il y a du travail quotidien. Bien et sûr. Ces animaux, ils passent avant tout le monde. Et ceux qui nous parlent de bien-être animal, ils devraient venir un peu à notre place. Donc oui, nous allons devoir prendre des dispositions pour durer dans le temps, mais là, je fais confiance à tous les secteurs qui travaillent avec nous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on fait vivre chaque exploitation entre 7 et 8 personnes. Demain, s'il n'y a plus d'agriculture, toutes ces personnes-là peuvent aller pointer... Ces personnes, vous voulez dire des sous-traitants? Vous parlez de quoi? Alors, je parle de tout le para-agricole. L'agriculture, c'est de la mécanique, c'est de l'alimentation animale, ce sont des comptables, c'est de plus en plus de conseillers. Vous savez, rien qu'en Bretagne, j'avais regardé, on avait, avec toute forme de conseil qui peut être délivré et qui est nécessaire aujourd'hui face aux contraintes dans chaque exploitation, on a l'équivalent d'un conseiller pour 4 exploitations. Ah ouais. Non mais ça colle plus. Enfin, ce sont les chiffres qui donnent ça, mais ils sont pas nécessaires. Nous, on préférerait avoir ce quart de temps à travailler dans nos exploitations au cul des vaches ou des cochons. Vous avez vos McKinsey à vous, ils sont pas payés de la même façon. Tout à fait. Ouais, c'est ça.
Ouais, André, je profite de ce moment d'interruption pour vous donner une information. On vient de l'apprendre suite au drame qui s'est déroulé ce matin sur le barrage en Ariège. La jeune fille de 14 ans vient de décéder. Elle a succombé à ses blessures, la fille de l'agricultrice. Oui, c'est terrible cet accident où on a percuté effectivement un blocage d'agriculteurs. Une voiture s'est carrément déportée. Effectivement, c'est terrible, mais je n'ai pas compris les gens qui disent il faut arrêter tout cela. Il y a eu quand même des réactions en disant, vous voyez, il commence à y avoir des accidents, il faut tout arrêter. Je pense qu'il y a certainement eu des défaillances pour que cette voiture ait pu pénétrer ainsi. Maintenant, moi, j'invite tous mes collègues qui sont sur les bords de route à avoir rien qu'une minute de silence pour le père qui reste. C'est dramatique et franchement, on ne souhaite ça à personne. Et je pense qu'il est temps que le ministre se réveille et qu'il vienne à nos côtés et qu'il annonce les mesures. C'est pas avec la FNSEA. La FNSEA est à l'origine d'une partie de tous ces maux. Ça fait 30, 40 ans, 50 ans que ça dure. Ce sont eux qui ont négocié cette augmentation de taxation de GNR. Ils créent les problèmes. Ils croient qu'ils vont nous apporter les solutions. Franchement, il est temps que ça change et qu'on tourne une page. Toute l'agriculture est à revoir, doit repartir sur un modèle où la valeur qui est créée dans nos exploitations reste davantage dans nos exploitations. C'est notre patrimoine à tous. On va en parler juste après, on reste avec nous et puis après nous recevrons la porte-parole des mamans louves, mais je voudrais quand même qu'on continue sur ce qui est le plus important à faire aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Restez bien avec nous, 0826 300 300, vous nous appelez, vous témoignez, on prend toutes vos réactions au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On continue avec Véronique Le Floch, ce qui se passe avec les agriculteurs de France et de Navarre, ce qui se passe aussi en Allemagne, on le sait. Écoutez simplement à la suite de la réunion d'hier soir, le président de la FNSEA. Ce qu'on a dit au Premier ministre, c'est que aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de décision concrète et aussi longtemps que la réception par les agriculteurs des messages du Premier ministre ne sera pas optimum et accepté, il n'y aura pas de levée des actions menées sur le terrain. C'est important que chacun l'entende. Encore une fois, ce qu'attendent de nous les agriculteurs que nous représentons, c'est que le mandat qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que la négociation ne cesse pas tant qu'il n'y ait pas des décisions très concrètes. On l'a redit au Premier ministre, on ne se contentera pas de mesurettes. Et donc on aura besoin pour ça d'un cadre législatif. Voilà, c'était la FNSEA. Je rappelle que si la FNSEA veut intervenir, évidemment, le droit de réponse est là. Nous n'avons aucun problème là-dessus, au contraire. Mais Véronique Le Floch, vous dites, vous-même, vous avez dit ceux qui ont créé une partie des problèmes ne vont pas créer les solutions. Mais les solutions, c'est quoi? Très concrètement, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se dessine. Mais et vous dites, il faut vraiment réagir en sachant qu'est-ce qui reste de l'agriculture française, comment faire pour faire ce qui a été ce pays, l'ADN de ce pays pendant 1500 ans. Et c'est pas uniquement pour parler du passé, c'est pour parler de l'avenir, bien sûr. Alors d'abord, il faut définir un objectif clair qui doit être celui de la préservation des fermes familiales non financiarisées, c'est-à-dire des fermes qui restent entre les mains de familles d'agriculteurs qu'on définit, qui sont des personnes physiques et non des sociétés, voire des grands groupes. Ça, c'est la première chose. Pour justement faciliter le maintien de ces exploitations entre les mains des jeunes, il faut faciliter les successions. Donc zéro vous dites droit de zéro impôt successoral. Bien évidemment. Moi, je préfère voir un château détenu aujourd'hui par une famille de viticulteurs rester entre les mains de cette famille plutôt que d'être avalé par des Chinois ou une autre nationalité. Donc ça, c'est d'ordre général. Je pense que ça peut être légiféré. Ensuite, vous avez parlé du problème créé par la FNSEA, celui du GNR qui a généré GNR, le gasoil non routier, excusez-moi. Oui. Donc notre carburant
qui est un carburant qui nous a été présenté comme la solution en 2005 lors des accords de Kyoto, où il fallait se lancer dans la transition énergétique et autres. Donc c'était un carburant qui déjà était plus blanc que blanc. Donc il était normalement la solution. Aujourd'hui, il ne semble plus être la solution. La FNSEA valide une augmentation des taxes qui va être répercutée sur le prix des produits aux consommateurs, puisque ça fait partie de nos charges. Et là, quand on se pose la question, on se dit, quel intérêt pour la FNSEA? Eh bien là, on se dit, oui, il y a l'intérêt des biocarburants. Mais les biocarburants, c'est qui? C'est le groupe Avril. C'est qui le président de Avril? Vous le connaissez? Non. C'est le président de la FNSEA. Donc en 4 ans, eux, leur bénéfice net, il est passé de 16 millions d'euros à 218 millions d'euros. Enfin, quelque part, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est ce que je vous disais, les multinationales. Et là, cette histoire-là, elle ne passe pas. Donc on trouve une solution d'abord par rapport à ce carburant et à cette taxation. On doit, comme les Roumains, revenir à la situation identique, voire un carburant totalement détaxé immédiatement. Ensuite, il faut agir par rapport aux problèmes de trésorerie de nos agriculteurs. Tous ceux à qui l'État doit de l'argent par rapport aux crises sanitaires, ça doit être soldé et arrêter d'emmerder les agriculteurs pour une facture qui manque, pour un départ de l'eau. Les animaux sont morts. Chez certains, il n'y a pas de facture d'animaux, puisque aujourd'hui, certains animaux, certaines espèces sont protégées plus que nous, agriculteurs. Et un agriculteur des Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, me disait 15 brebis mortes, il n'a pas eu le temps de les déclarer, qu'elles étaient mangées par les vautours. Donc voilà aujourd'hui l'agriculture qui est menacée par tout l'environnement, y compris par la faune sauvage, les loups, les ours, les choucailleurs. Non, mais ça, il y a partout, évidemment. Partout. Donc il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on protège l'agriculture sur les territoires où elle peut être encore rentable et ramener justement ce volet économique des prix dans nos exploitations pour du revenu et du vrai revenu. Du vrai revenu. Merci Véronique Le Floch. Voilà pourquoi, vous savez, ne vous impatientez pas. Si vous êtes sur une autoroute et que vous voyez que c'est bloqué, il n'y a pas à impatienter. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos intérêts profondément. Et on doit être tous solidaires dans cette phase de ce qui se passe. Merci Véronique Le Floch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la coordination rurale et vous l'avez annoncé sur Sud Radio. Vous serez reçue aujourd'hui à Matignon. Et demain à Bruxelles. C'est ça. Et demain à Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles demain. Avec des collègues de toutes les confédérations hongroises, italiennes, européennes. Donc le combat est les mêmes. Et on aurait aimé recevoir le ministre et tous les ministres, mais on sera reçu par des députés européens. Donc nous défendrons notre cause. Merci à tous. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais cassez-vous Pierre Perret, on est ravis de tout savoir sur le zizi. Mais c'est très important, bien sûr, le zizi et puis tout le reste. Mais à quel âge, comment, la famille, l'école, qui doit faire cela? Nous avions entendu le précédent ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pape Ndiaye, accorder toute son attention à ceci, et avec quand même des dérives assez spéciales, des dérives assez spéciales quand même qu'on a vu un peu partout, y compris en Belgique, dans certains manuels scolaires, où vraiment des enfants de 5, 6 ans, 7 ans, on leur expliquait un certain nombre de choses dans des détails. Est-ce vraiment la place de l'école et des manuels? On va en parler avec vous, et avec évidemment la porte-parole des Mamans Louves. Christelle Comé, bonjour. Bonjour André, merci de nous recevoir. Bonjour, vous êtes vice-présidente des Mamans Louves. Alors, Christelle, je voudrais juste vous faire écouter ce que disait Gabriel Attal, juste au moment le lancement de son projet de loi, sur l'école. Écoutez, c'est le Premier ministre qui parle. À l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps. Que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Et 2,
qu'on ait de nouveaux dispositifs pour recueillir la parole. Alors voilà, il en a parlé plus longuement, mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas quand même un peu encourageant, Christelle, parce que quand il parle de l'intégrité du corps, il insiste là-dessus, c'est quand même une charge un peu contre cette espèce de genrisme, j'allais dire, du genré, et on a vu les ravages que ça pouvait faire, y compris chez les plus jeunes. Et quand il dit qu'il faut clarifier l'éducation sexuelle et les conditions, on a l'impression, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, seulement ça nous intéresse, est-ce que ça ne va pas plutôt dans le bon sens par rapport à quelques excès qu'il y a eu auparavant? Je commencerai par vous dire, André, qu'on ne peut qu'espérer que ça aille dans le bon sens. Précisément, on s'attendait à cette annonce de Gabriel Attal au sujet de ces programmes d'éducation à la sexualité, puisque le Conseil supérieur des programmes doit publier d'ici la fin janvier leur rapport. Je rappelle que le Conseil supérieur des programmes avait été saisi par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, avant son départ, et comme vous l'avez très justement dit en préambule, ministre qui avait fait de la priorité de son mandat de l'éducation à la sexualité. Ce qui est important aussi de dire, André, c'est que depuis maintenant un peu plus d'1 an, on travaille sur ce sujet d'éducation à la sexualité avec SOS Éducation, qui est une association qui porte ce sujet. Tout à fait. Et nous allons consacrer une émission la semaine prochaine spécialement là-dessus, hein, Christelle. Vous le savez. Oui, je suis au courant et j'en suis ravie. Donc, en fait, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que dès janvier 2023, on a eu une quantité de témoignages de familles dont les enfants étaient revenus traumatisés de leur séance d'éducation sexuelle, puisque des intervenants, je le rappelle, en situation d'autorité, leur avaient livré des propos à caractère sexuel, pratiques sexuelles détaillées entendues par des enfants de 9 à 10 ans. Donc oui, il était effectivement quand urgent. Vous dites pratique sexuelle détaillée, juste, c'est pas pour faire c'est pas pour faire de l'exhibitionnisme, c'est le cas de le dire, mais c'était vraiment des propos très, je dirais, très précis, très crus, très avancés. C'est pour des enfants c'est ça, 8 à 10 ans, vous disiez. Absolument. Oui. Au prétexte de questionnement de certains enfants, des intervenants, donc on parlait de sodomie, de fellation, de cunilingus, caressage de testicules, prise de bloqueurs de puberté, etc. Et donc forcément, à ces âges-là, on revient à la maison traumatisé, ce qui est évident. Donc il y avait un manque d'encadrement. Vous avez eu beaucoup de plaintes là-dessus. On en avait parlé d'ailleurs, oui. Oui, absolument. On en avait parlé lors d'une émission chez vous. Vous savez, il aurait suffi un enfant, en fait. Dans une classe, déjà une classe, ça représente 30 élèves. On a eu des témoignages de vingtaines de familles, dont certaines nous ont porté mandat pour qu'on puisse justement écrire au ministère compétent. Donc, nous avons écrit avec SOS Éducation au ministère de l'Éducation nationale, donc avec les 2 ministres qui ont occupé ces postes, nous n'avons jamais eu de retour. Voilà, donc ça, c'est un véritable problème. Cette déresponsabilisation de l'institution, c'est un véritable problème. Et dites-moi, Christelle, alors qu'est-ce que, de ce point de vue, qu'est-ce que vous attendez de Gabriel Attal et qu'est-ce que vous attendez, de Gabriel Attal et de la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, on en parlera, c'est un peu compliqué pour elle en ce moment, mais enfin bon, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, des autorités, qu'on corrige le tir par rapport à ce qui s'est passé, très précisément et concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez ? Alors déjà, il va falloir que je vous dise quelque chose d'important, c'est qu'au vu du mutisme de ce mammouth qui est l'éducation nationale, on n'attendait plus grand-chose finalement du ministère de l'Éducation nationale. Et étant donné que le Conseil supérieur des programmes avait été saisi pour rédiger des programmes qui concernaient directement cette éducation à la sexualité, Sophie a décidé de réunir un collège d'experts avec d'éminents professionnels de l'enfance, des scientifiques, des professionnels du droit, autour d'un comité auquel nous appartenons, dans l'objectif d'être entendus. Ce à quoi il y a eu déjà une première étape, puisque le Conseil supérieur des programmes a reçu ce collège d'experts, avec un travail donc titanesque qui a été accompli pour fournir une expertise complète et fouillée du sujet de l'éducation à la sexualité, de ce qu'est le développement
de l'enfant, de l'adolescent. Et donc, il y a eu cette première étape. Ce travail d'analyse des enjeux, des risques et des potentiels bénéfices à la sexualité, d'éducation à la sexualité, a été compilé dans une note qui a été rédigée par Sophie de SOS Éducation. Mais Christelle, on va en parler de cela. Oui, mais pardon, mais vous allez pas nous donner le programme puisqu'on va en parler la semaine prochaine. Ce qu'il y a aujourd'hui, moi, ce que j'attendais de vous aujourd'hui, ce que j'attends de vous, c'est l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les écoles françaises aujourd'hui? Après, ce qui va être corrigé, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez eu comme témoignage, si vous voulez, etc. Est-ce que cet enseignement continue comme il y a 1 an ou 2 ans par rapport aux plaintes que vous avez eues? Est-ce que les blocages effectivement, ou les études de genre, ou ceci, cela, est-ce que tout ça continue? Ou il y a, je dirais pas un coup d'arrêt, ou en tout cas, on est en train déjà de changer un peu les choses, ou pas? Pour l'instant, l'éducation à la sexualité, elle est obligatoire et régie par une obligation donc qui est fixée par la loi de 2001, qui indique qu'il y a 3 séances obligatoires. Donc ces 3 séances obligatoires, j'imagine, en tout cas qu'elles continuent à s'effectuer, puisque c'est ce qu'on demande aux établissements. Maintenant, on est quelque part suspendu à la décision de ce programme qui a été rédigé par le Conseil supérieur des programmes, et on saura à la rentrée si oui ou non, il y a du changement. Ce qui est certain, c'est que du changement, il faut qu'il y en ait. Cette éducation à la sexualité, elle ne va pas dans l'intérêt supérieur des enfants. Nous, c'est l'objectif en fait de notre existence, c'est préserver l'intérêt supérieur des enfants. Et dans les faits, ce travail, non pas que je vais spoiler parce qu'il sera présenté chez vous la semaine prochaine, en fait, cette expertise-là, elle était nécessaire pour que la patate chaude qui a été donnée au Conseil supérieur des programmes, qui se retrouve à devoir rédiger et intégrer dans des programmes comme une matière à part entière cette éducation à la sexualité, on attend de pied ferme leur décision parce qu'elle va être décisive. C'est-à-dire que les enfants français, aujourd'hui, clairement, on l'a vu de par tous les témoignages précédents, et ceux aussi, ça date pas d'hier, je veux dire, il y a des professionnels qui le dénoncent depuis 2017. Bien sûr. Il y a un danger qui est imminent, il y a un manque de formation de la part des personnels qui interviennent, il y a des associations extérieures militantes, remplies d'idéologies qui n'ont pas leur place dans l'école de la République, qui n'ont pas leur place à venir éduquer les enfants au sexe, parce que c'est extrêmement dangereux pour leur développement cognitif, psycho-affectif. Donc cela doit changer. On espère que la décision qui sera rendue par le CSP aura été influée par cette prise de parole d'experts à travers le comité d'experts qu'a mené SOS Éducation, pour qu'enfin on se met tous d'accord sur le fait qu'on a nécessité de préserver les enfants et qu'on leur fasse la paix. On va voir. D'ailleurs, on va faire appel à, effectivement, on va faire une grande émission là-dessus, mais avec justement avec la contradiction aussi. C'est intéressant parce qu'il faut aussi la contradiction et savoir ce qui se passe exactement. Mais on a vu certains excès. Christelle, restez avec nous. Nous allons apprendre des auditeurs de Sud Radio sur ce sujet et sur le sujet des agriculteurs tout de suite après ceci. Après cette courte pause, 0826 300, restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Chérie, je me sens pas bien aujourd'hui. Je reviens justement de chez Jiffy. Alors t'as trouvé? Voilà, le thermomètre Jiffy qui prend la température en 1 seconde à seulement 8,80€. Bouge pas. Oh là ouais, vite, je vais te faire une infusion, ça va te faire du bien. T'as aussi pris la bouilloire? Bah à 6,50€, évidemment. 6,50€? Oh, je sens que ça va déjà mieux. Encore mieux que les soldes, les bons prix Jiffy. En ce moment, le thermomètre frontal est à 8,80€ et la bouilloire est au prix réconfortant de 6,50€. Alors, ça va mieux? Bah, à ce prix-là. T'y retournes! J'ai vu des idées de génie. Ouvert même le dimanche. Arrête de dire des bêtises, Tim. Mais papa, c'est vrai. Les super-héros, ça n'existe pas. Et la série spéciale VV édition tout équipée à ce prix-là, ça existe encore moins. C'est compris? Mais je te jure, papa. Tim, tu arrêtes. Mais si! Vous allez avoir du mal à y croire. Mais en ce moment, chez Volkswagen, la série spéciale VV édition est à partir de 179€ par mois. Pour une Polo neuve, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€ si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Ce samedi à Superbès, c'est l'ultime épreuve du e-Trophée Andros avec Sud Radio.
Retrouvez les virtuoses de la glisse pour la plus grande course sur glace du monde. Toutes les infos sur trophéandros.com. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde, avec Sud Radio. Ouais, chouette ambiance ce matin. On a gagné un truc. Pas tout à fait, mais presque. Regarde. Ouais, une imprimante. Actuellement et jusqu'au 27 janvier chez Bureau Vallée, l'imprimante multifonction jet d'encre Canon Maxify MB 2150, 4 en 1, est à 89,90€ au lieu de 119,90€ habituellement. Elle a une vitesse d'impression jusqu'à 19 images par minute en format A4. Ah, je comprends mieux. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Voir détails de l'offre et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée. À Beille, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Beille, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur beille.fr. Tu lui donnes quel âge à ma Mini ? Je sais pas. 2 ans? Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi. Avec le réseau Mini Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec les tarifs avantages 6+, bénéficiez toute l'année de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 € de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini Service, des experts dédiés à votre Mini. Méné. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr. Baron de l'Estac. Et si je te dis certification Terravitis? C'est une viticulture responsable et Baron de l'Estac s'y engage. Baron de l'Estac, ça, c'est Bordeaux. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 12h50 sur Sud Radio et vous réagissez au 0826 300 300. Nous avons Pierre qui nous appelle depuis l'Inde pour parler agriculture. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui Bonjour Pierre. André. Bonjour André, bonjour à vos invités. Bonjour. Alors je ne suis plus dans l'Ain, je suis dans le Finistère maintenant depuis peu. D'accord. Je voudrais dire que c'est un profond chagrin, profonde tristesse d'entendre ce qui s'est passé ce matin sur les manifestations des agriculteurs. Ouais. Je voudrais dire qu'on est tous avec les agriculteurs, nous les chefs d'entreprise, des TPE, PME, voilà. Et puis on a beau passer d'un sujet à un autre, de l'éducation à l'agriculture, tout est lié aujourd'hui. Ce qui est en train de nous tuer, ce qui nous tue au niveau de l'électricité, au niveau de la guerre, c'est l'Europe de Davos, c'est l'Europe de von der Leyen et de Schwab qui nous dicte nos politiques. Voilà, je veux que les gens comprennent une seule chose. Tout est dicté par les programmes de Davos, que ce soit culturel, que ce soit scolaire, que ce soit économique. Tout est lié. Donc je pense qu'il est grand temps de marcher sur ces gens-là et de reprendre notre pouvoir. Je ne sais pas comment, je ne prends pas la violence, mais je crois que si on ne le fait pas, on va se laisser marcher dessus comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, enfin, en tout cas, vous posez une problématique qui est posée pour beaucoup de nos auditeurs, qui est posée par beaucoup et par nous-mêmes, etc. C'est clair qu'il y a un problème. Comment le résoudre ? Difficile. Vous savez très bien, Pierre, il y a dans la vie aussi ça, hélas, des rapports de force. Et voilà, s'il n'y a pas rapport de force, je ne dis pas de violence, mais rapport de force, malheureusement, rien ne bouge. Et c'est ceux qui ont la puissance qui l'emportent. Donc, s'il n'y a pas contre-puissance, c'est compliqué. Mais en tout cas, écoutez, votre analyse est partagée par beaucoup de monde, et puis d'autres qui ne sont pas d'accord. En tout cas, la discussion est là, mais je pense que le lien que vous avez fait entre tous ces domaines mérite d'être effectivement bien étudié. Et d'ailleurs, certains agriculteurs le disent, qu'ils sont prêts à aller jusqu'à Bruxelles. On accueille Laurent qui nous appelle depuis Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui. Bonjour André, bonjour à tous. Bravo pour les infos, hein, d'abord. Merci, voilà. Merci. Alors moi je voulais rapporter les propos de Gérard Larcher ce matin, sur une radio concurrente, qui nous disait que la moitié des poulets que nous consommons en France viennent de l'étranger, donc la moitié des poulets, que 70% des fruits, 70% des fruits viennent de l'étranger, et ce qui m'a paru le plus surréaliste, c'est qu'il a dit que dans 3 ans, en 2027, nous serons importateurs nets de lait.
du lait, vous vous rendez compte? Ah oui, et nous avons Véronique Le Floch, justement, qui est agricultrice de vache laitière, oui. C'est Voilà. s'occupant de vache laitière. Oh, nous allons importer du lait, quoi, d'ici combien, disait Gérard Larcher? En 2027, dans 3 ans. Ah d'accord. Ouais. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Voilà, c'est une sommité et c'est lui qui l'a organisé tout ce système et maintenant il le dénonce. C'est une honte. C'est une honte. Si c'est pas lui, c'est donc son frère, hein, mais c'est pareil. Enfin, et voilà. Mais alors Laurent, je vous demandais, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors on dit, on constate, on déplore, on accuse, on s'indigne, très bien, et on fait ça, nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, on dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et on se dit mais là, parce qu'à un moment donné, on voit très très bien les trajectoires, on voit très bien la démarche, on voit très bien ce qui se passe, et ça n'a rien effectivement de caché. D'ailleurs, tout ça se passe dans la transparence. C'est pour ça que les gens qui parlent de conspirationnisme ou de tout ça sont complètement imbéciles. Il n'y a rien de caché là-dedans. Tout est là pour le coup, il y a de la transparence, pas comme au Parlement de Bruxelles ou à la Commission européenne. Mais alors, à votre avis, vous êtes citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est simplement la continuation de la politique. Qu'est-ce que c'est la continuation de la politique? C'est la guerre. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est ça, c'est ce qui se passe. Quand les politiciens entre eux ne s'entendent plus, ils envoient leur armée. Eh ben nous, les citoyens, quand on n'arrive plus à se faire entendre, il faut y aller. Il faut l'expression corporelle, la bagarre, la castagne, c'est de l'expression corporelle. Il faut aller là maintenant. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est plus la peine de parler, de polémiquer, de faire de la philosophie. Ça ne sert à rien. Ils rigolent là-haut. Vous vous rendez compte? Ils rigolent. Ils nous écoutent et ils rigolent. Et oui, donc il faut en arriver à sortir la boîte à gifles, tout simplement. Ouais. Voilà. Oui, mais non, mais c'est ça. Les révolutions. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Moi, je ne suis pas historien. Là, les révolutions, c'est comme ça. À un moment, on ne la peut France plus rien a connu faire. ça. Hein, la France. Faut pas dire que la France est ignorante. En tout cas, l'histoire de France est remplie de cela. Effectivement, à des moments, il faut savoir ce qu'on veut et sans prôner. Ne pas avoir peur de la mort. Ne pas avoir peur de la mort pour ceux qui seront en première ligne et y aller pour nos enfants et nos petits enfants. Et tant pis. Hein. C'est comme ça. On va y aller. Vaste programme, Laurent, vaste programme. Écoutez, on verra en tout cas. Merci de votre intervention. Merci Laurent d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On va se retrouver après les infos de 13h et continuer à réagir bien sûr 0826 300 300 si vous voulez parler d'actualité ou d'agriculture. Et là, tout à l'heure, on va parler du Yémen puisqu'André Berkoff reçoit le journaliste d'investigation Romain Molina. Restez bien avec nous 0826 300 300 sur Sud Radio. Patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Mes états, et je suis pas le seul, hein, comme vous le savez. Avant de parler du Yémen avec Romain Molina et son livre tout à fait passionnant sur la guerre et la guerre des affaires, on va parler d'une autre affaire, celle de Amélie Oudéa Castéra. Aucun jugement personnel. Et puis, juste quelque chose, un avis, je trouve assez hallucinant, vraiment, je ne comprends pas, qu'elle est ministre des Sports. Bien, il y a dans quelques mois, c'est pas un scoop, les Jeux Olympiques qui vont se tenir en France, en général à Paris en particulier. Mais est-ce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de travail à faire avec ça pour qu'on la nomme en même temps ministre de l'Éducation nationale? Juste une question, l'éducation nationale, c'est pas le ministère des chaussettes reprisées, c'est quand même autre chose. Alors fallait-il le faire? Et alors du coup, effectivement, depuis qu'elle a été nommée au ministère de l'Éducation nationale, elle a beaucoup parlé, elle s'est excusée, elle s'est rétractée. Alors Mediapart qui a fait l'enquête effectivement sur un certain nombre de choses, mais a fait une espèce de résumé et on constate quand même c'est assez
étonnant. Je veux dire, on pourrait sourire si c'était pas quand même préoccupant de voir que tous les jours, il y a eu quelque chose sur ou deux en provenance de Amélie Oudéa-Castéra. Je le rappelle rapidement. Donc, vendredi 12 janvier, Mediapart révèle que les enfants de la nouvelle ministre sont à Stanislas, c'est l'école Stanislas, établissement privé ultra réac, ça c'est évidemment Mediapart qui le dit, hein, gauchiste un jour, gauchiste toujours, voilà, épinglé par son inspection. Bien. Samedi 13, AOC, donc Amélie Oudéa-Castéra, AOC s'excuse d'avoir lié la scolarisation de ses enfants à Stanislas, et parce qu'elle avait parlé d'au paquet d'heures non remplacées à l'école publique Littré où avait été inscrit son aîné. Bon, alors heures non remplacées, heures remplacées, grosse discussion, grosse polémique. Dimanche, l'ancienne institut du fils aîné de la ministre à Littré prend la parole dans Libération pour dénoncer les explications d'après elle, fallacieuse de Amélie Oudéa-Castéra. Bon, là, on comprend, les professeurs ou les instituteurs ou autres se défendent. Lundi, la ministre est contrainte, alors là, c'est quand même plus préoccupant pour elle, la ministre est contrainte de reconnaître que son fils n'a en réalité passé que 6 mois en maternelle à Littré, à l'école publique Littré. 6 mois, c'est vraiment difficile pour se faire une idée complète de ce qui se passe dans l'école publique, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans l'école publique. Mardi, on continue tous les jours, hein. AOC sera à Littré, donc Mediapart publie un rapport d'inspection accablant sur Stanislas, jusqu'ici caché par les ministres Attal et Oudéa-Castéra. Mercredi, sur France 2, AOC minimise les accusations visant l'établissement et affirme qu'un seul cas d'homophobie est relevé dans le rapport d'inspection, ce qui est faux. Voilà, ça continue. Jeudi 18, interrogée par Mediapart sur son conflit d'intérêts dans le suivi du dossier, AOC annonce qu'elle se déporte désormais des sujets relatifs à Stanislas, donc elle ne s'occupe plus de Stanislas, même en tant que ministre de l'Éducation nationale. Ça fait quand même beaucoup. Alors, le parquet de Paris confirme qu'une enquête visant Stanislas a été ouverte à l'automne dernier pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre après un signalement de l'inspection. Samedi, Mediapart, encore lui, révèle que le fils de la ministre a bénéficié d'un système de contournement de Parcoursup à Stanislas. Sans compter, parce que ce n'est pas fini encore, évidemment, sans compter, évidemment, le problème de la rémunération de Amélie Oudéa-Castéra quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Elle l'a été de 2021 à 2022. Et elle a touché, notre chère AOC, 400 000 euros bruts annuel et 100 000 euros de prime d'objectif. C'est-à-dire, alors là vraiment ça la dépasse, ça dépasse Amélie Oudéa-Castéra, ça veut dire qu'une directrice de la Fédération française de tennis, je veux bien que ça demande un travail, touche 500 000 euros par an. 500 000 euros par an. Bah, quand même, ça paraît, je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de patrons français qui ne touchent pas ça. Alors, vous allez me dire qu'il y a des footballeurs qui touchent 10 fois ça, mais enfin, président de la Fédération française de tennis, c'est pas comme être sur le terrain en train de taper le ballon. Donc, tout ça fait beaucoup. Alors, écoutez, on va pas charger la mule, comme on dit, on ne va pas la charger de tous les péchés, mais quand même, encore une fois, ce que je trouve hallucinant, je répète, comment quelqu'un qui est ministre des Sports et qu'on garde comme ministre des Sports, on lui donne en plus, et c'est ça pour moi peut-être, je dirais, l'un des sujets les plus vraiment motifs d'inquiétude, c'est qu'on la nomme au ministère de l'Éducation nationale sans lui enlever le ministère des Sports. Eh bien, franchement, c'est assez surréaliste. Ça s'appelle gouverner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h09 sur Sud Radio, face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Romain Molina, journaliste indépendant et surtout auteur de ce livre qu'on vous recommande. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU. Pillage organisé, c'est publié aux éditions Exuvie. Bonjour Romain Molina. Bonjour à vous et merci pour l'invitation.
Écoutez, d'abord, Romain Molina, je voulais vous dire que votre livre, je l'ai lu avec vraiment beaucoup non seulement de plaisir, mais beaucoup d'intérêt. Je trouve que vous l'avez fait avec Boutaina Farok, vous nous en parlerez, mais en général, voilà, les guerres lointaines, on ne s'en occupe pas. Il y a en général d'ailleurs des 300 000, des millions de morts. Je parlerai pas du Cambodge et autres. Oui, mais c'est loin. Vous savez, c'est cette espèce de cliché non seulement usagé, mais assez obscène, qui consiste à dire plus c'est loin, moins ça intéresse. Voilà, et quand c'est près, évidemment, et quand c'est sujet à polémique, là, ça intéresse. Alors le Yémen. Et le Yémen, on en parle de temps en temps. Paul Nizar avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Aden Arabi, il y a très longtemps de ça. Et puis on en parle pourquoi ? Parce que le Yémen, on s'est aperçu que le Yémen, eh bien c'est Golfe d'Aden, c'est la mer Rouge, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, et la mer Rouge, ça amène à quoi ? Au canal de Suez. Et on s'est aperçu récemment qu'un certain nombre de navires marchands avaient été bloqués, qu'il y a la guerre avec les Houthis du Yémen, et dans le cadre de la guerre du Moyen-Orient et du conflit Israël-Palestine-Gaza, eh bien il y a eu effectivement bombardements et attentats avec une marine américaine qui se fait de plus en plus pressante. Et du coup, alors on parle du Yémen, on découvre les Houthis, et votre livre, en fait, il va beaucoup plus loin, il raconte cette guerre des bonnes affaires, et vous parlez vraiment d'informations, c'est bourré d'informations. D'abord, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, que vous travaillez pour beaucoup de journaux comme américains et de télévision comme CNN, Washington Post et autres. Qu'est-ce qui vous a amené au Yémen, d'abord, Romain Molina ? Bon, déjà, je vous remercie de vous intéresser à la question, parce que comme vous l'avez dit, malheureusement, on en parle très peu ou par un prisme différent du Yémen. Je rappelle qu'on a parlé énormément du Yémen suite à l'assassinat terrible d'un journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, il y a quelques années, ce qui avait mis en lumière le Yémen par le prisme, en fait, de l'intervention saoudienne, mais pas donc par le prisme yéménite. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je m'intéresse à ce qui se passe un peu dans le monde entier, et j'avais eu la chance de faire un reportage en inside avec la sélection de football du Yémen, quand ils étaient au Bahreïn, et qu'ils jouaient l'Arabie Saoudite. C'était quelques jours d'ailleurs avant les attaques sur Aramco en Arabie Saoudite. Donc j'ai commencé comme ça, avec Boutaina Farok, une Yéménite qui a dû s'exiler malheureusement par les menaces de mort, en Malaisie notamment. Et donc on a interrogé à peu près entre 100 et 200 personnes pour faire cet ouvrage, qui, comme vous le dites, aujourd'hui on se rappelle de la position stratégique du Yémen, parce qu'en effet il borde une des routes maritimes les plus usitées dans le commerce mondial. Bien sûr. Sauf qu'en fait il y a une guerre abominable qui était une guerre civile, qui s'est régionalisée et internationalisée depuis plus de 8 ans et demi désormais. Il y a plusieurs guerres à l'intérieur même de la guerre. Et là, aujourd'hui, ça redevient un peu au centre de l'échiquier mondial, même si, je tiens quand même à tempérer, on oublie les dynamiques yéménites, ce que je vous l'expliquerai sans doute après, mais on va assister bientôt, ces prochains jours et semaines, à une guerre du pétrole et du gaz au Yémen, à laquelle la France, de fait, va être impliquée par les investissements que Total a réalisés il y a désormais plus de 20 ans. Alors justement, vous parlez de tout cela et c'est vraiment passionnant, je le dis pour ceux qui s'intéressent. Et franchement, c'est beaucoup plus intéressant qu'un remaniement ministériel. Tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la géopolitique du monde, on ne peut pas ignorer le Yémen. D'ailleurs, on ne pouvait pas ignorer le Yémen. Juste un mot, Romain Molina, ces guerres civiles qu'il y a eu depuis 10 ans avec l'Arabie Saoudite, enfin, il y a la guerre civile, puis l'intervention de l'Arabie Saoudite, etc., etc. On fait combien de morts et de blessés ? On sait à peu près, parce que on n'en parle pas. Les derniers chiffres de l'ONU qui datent il y a maintenant quasiment 2 ans estiment à plus de 377 000. Donc aujourd'hui, on va être à peu près à 400 000. Des millions de déplacés, et sans compter des conditions de vie humaines absolument épouvantables. Et le nombre de gens qui sont disparus, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Ouais, c'est ça qui est tout à fait terrifiant. Vous voyez, ça, on n'en parle pas, effectivement. On choisit ses victimes. On a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Les mauvaises victimes, on les oublie. On en reparle tout de suite avec Romain Molina après cette toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Romain Molina, journaliste indépendant, journaliste d'enquête, d'investigation comme on dit, et c'est beau qu'il y ait des journalistes d'investigation parce que la catégorie se fait de plus en plus rare, hélas, mais enfin il y en a beaucoup qui font un travail formidable. Yémen, la guerre des bonnes affaires, aux éditions Exuvie. Romain Molina, peut-être juste rapidement dire aux éditeurs, le Yémen est indépendant depuis quand, combien d'habitants, juste pour bien présenter l'état le théâtre des opérations. Je comprends. Bon, c'était un pays qui était morcelé avant, qui était divisé entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, qui pendant la guerre froide était le seul régime arabe directement rattaché à l'URSS, c'était le seul régime marxiste des pays arabes. Ah oui, et puis dans les débuts des années 80, oui, tout à fait. Exactement, avec sa capitale Aden, et avant ils étaient une colonie britannique. Tandis que le Nord, lui, était dirigé par un imama de confession zaïdite, le zaïdisme étant une branche du chiisme, globalement, pour faire simple. Et dans les années 90, au tout début, il y a eu une unification des deux Yémen, notamment pour des raisons économiques. Donc ça n'a pas tellement duré, parce que dès 94, les sudistes ont tenté de faire sécession, et le pouvoir central, dirigé par Ali Abdullah Saleh, qui est resté au pouvoir pendant plus de 30 ans, avait utilisé des anciens moudjahidines qui étaient partis en Afghanistan pour chasser les communistes. Donc des anciens membres qui ensuite ont rejoint Al-Qaïda, ils les avaient utilisés dans l'armée centrale afin, excusez-moi l'expression, de botter les fesses des sudistes. Et ça a commencé donc dès les années 90, le double jeu du gouvernement central yéménite avec Al-Qaïda, et il s'en est sorti que pendant quasiment 20 ans. On s'est servi d'Al-Qaïda au Yémen afin de récupérer des fonds au niveau international. Comme le dit Gregory Johnson, un excellent écrivain américain, pas d'Al-Qaïda égale pas d'aide internationale. Donc c'est pour ça qu'au Yémen, on a toujours eu un peu d'Al-Qaïda sans savoir ce qui était vrai. On brandissait Al-Qaïda pour dire attention, on a besoin de l'aide internationale, c'était ça. Et les Américains donnaient des aides quand il y avait une menace potentiellement. Et d'ailleurs, ce qui est très ironique dans les guerres qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes les parties disent combattre le terrorisme Al-Qaïda. Donc en fait, Al-Qaïda, c'est l'idiot utile de la guerre au Yémen. Parce que pour légitimer les actions sur le terrain des différents belligérants, qui utilisent les centres de détention, de torture ou que sais-je encore, les arrestations arbitraires et massacres, toutes les parties ont déclaré dans le conflit combattre Al-Qaïda. Oui, bien sûr. L'hypocrisie étant l'hommage que rend le vice à la vertu, ce n'est pas très étonnant. Alors, vous avez, dans votre livre, vous racontez beaucoup de choses. D'abord, il y a une chose formidable, vraiment, que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous commencez par Hilal Al-Hajj, un sportif adepte du kung-fu. C'est-à-dire, vous montrez aussi l'autre côté du Yémen. Le Yémen, c'est pas seulement des guerriers et des tribus qui se massacrent, ce sont évidemment des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui essayent de vivre dans cet univers très compliqué. Et puis, comme vous dites, c'est un pays entre guillemets pauvre, qui n'a pas de matières premières de manière, par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à tout le reste. C'est bien ça. Exactement, c'est le pays le plus pauvre du Golfe, on va dire, à ce niveau-là. Alors, ils ont des ressources pétrolières, notamment de gaz, mais elles sont infimes en comparaison de ses voisins. Par contre, c'est un pays déjà historique, hein. C'est l'Arabie heureuse, comme on l'appelait à l'époque. C'est une véritable civilisation. Il y a beaucoup d'agriculture, parce que c'est l'Arabie fertile, surtout. On ne faut jamais l'oublier, c'est même ça la première traduction du Yémen, l'Arabia Félix. Donc, il y a des choses, mais le problème, c'est que ça a souvent été victime d'une certaine instabilité. Après, vous avez vis-à-vis du café, port de Mocha, le miel, enfin, il y a plein de choses au Yémen, mais c'est vrai que économiquement, c'est un pays qui n'est pas développé comme ses voisins, qui se rapproche, on va dire, d'une économie un peu comme la Corne de l'Afrique voisine, en face, vers Djibouti et tout cela. Pourquoi j'ai commencé sur ce jeune champion de kung-fu yéménite? C'est en interrogeant tous ses proches, avec Boutaina, on a eu sa fiancée, ses parents, enfin, ses entraîneurs, ses frères, etc., parce que c'est un peu le symbole de cette tragédie, c'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'Irak, c'était pareil, du Yémen, on parle de chiffres. Il y a tant de morts, etc. On a l'impression qu'on réduit ces gens-là à des statistiques, alors qu'au final, ce sont des enfants, ce sont des pères, ce sont des maris, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et donc, l'idée, c'était d'humaniser un peu tout cela. Et cet homme, ce grand champion qui est finalement mort dans la Méditerranée, on a voulu un peu lui rendre hommage parce que malheureusement, celui qui aurait dû briller au niveau international pour porter haut et beau les couleurs du Yémen, malheureusement, est mort à quelques mètres des colonnes d'Hercule à l'époque et a été ramené en héros à Sanaa. Donc je trouvais que c'était un beau symbole de cette période. Et puis il faut dire aussi, parce que moi je suis allé à Sanaa, quelle beauté de ville, enfin il y a très longtemps, je suis allé à Sanaa, quelle beauté de ville, de l'architecture, tout là c'est absolument magnifique, quoi. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, exact. Alors vous tracez les portraits, alors on va parler des bonnes affaires, et je dois dire que une des institutions qui fait de bonnes affaires, enfin commençons par balayer devant notre porte, c'est Total. Le rôle
rôle de Total au Yémen, c'est tout à fait étonnant quand on ne connaît pas. C'est assez fascinant parce qu'en fait, le Total est le premier partenaire économique historique de l'État yéménite. En fait, l'État yéménite a voulu s'inspirer de Qatar LNG, donc l'exportation de gaz liquéfié, avec ce qu'ils avaient trouvé. Et donc finalement, c'est Total qui a récupéré le contrat dans les années 90, sachant que c'était la seule major au final à y aller. On voit pas Shell, il n'y a pas Chevrolet, etc. Donc c'est la seule major. On voit pas British Petroleum. Ah oui, la seule major pétrolière, elle est au Yémen, c'est Total. La seule qui a accepté les conditions. C'est-à-dire que notamment dans les conditions, il y avait l'idée de construire. En fait, il n'y avait aucune infrastructure pour l'exportation. Donc c'était non seulement, il fallait construire un pipeline, plusieurs centaines de kilomètres, parce que finalement ils l'ont fait déboucher dans le sud, mais il fallait tout construire à côté. Il y avait du stockage. Enfin, c'est des investissements absolument colossaux de plusieurs milliards. Donc il y a notamment la BNP qui a participé et il y avait d'autres actionnaires minoritaires. Donc ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable parce que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on a quand même une militarisation de l'oil and gas. Si on regarde, aujourd'hui les bases qui vont extraire du pétrole ou du gaz sont forcément militarisées, a fortiori si elles sont dans des zones potentiellement à risque. Donc ça a été un investissement colossal pour Total. Et en fait, ce qui a été reproché, on publie notamment certains documents qui avaient été montrés au Parlement yéménite, c'est les coûts absolument délirants que Total devait donner comme protection. On parle de centaines de millions par an aux différentes factions militaires yéménites sans savoir réellement où l'argent allait. Donc en fait, il y a eu énormément de problèmes. Il y a eu beaucoup de soucis liés à la corruption qui ont été dénoncés par plusieurs journalistes yéménites. Et je tiens à donner une petite anecdote qui me vient de l'ancien ambassadeur américain Gerald Feuerstein, nommé par Obama au Yémen. Parce que quand le régime central donc s'effondre au Yémen, ensuite il y en a le grand dialogue national et la communauté internationale va superviser tout ça pour un nouveau Yémen. Certains sont pour un fédéralisme. Et la France, qui doit rédiger la nouvelle constitution, est farouchement opposée. C'est les seuls. Et donc l'ambassadeur américain de l'époque, Gerald Feuerstein, et d'autres me l'ont confirmé, il y avait la blague qui circulait parmi les ambassadeurs, c'était de dire, bah oui, forcément ils sont contre, parce que s'il y a un fédéralisme avec, on va dire, 5 mini-États, et vont devoir corrompre 5 ministères du pétrole au lieu d'un. Et donc, il me le raconte en rigolant. Et ça a posé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, Total est actuellement en justice également. Il y a une action qui a été menée en France vis-à-vis de certaines pollutions aussi liées au sol. Mais il y a également d'autres intérêts beaucoup plus troubles. Alors évidemment, il y a tout ce côté de l'argent, où réellement il est passé. Quand on voit, comme je vous le disais depuis le début, le double jeu qu'a maintenu l'État yéménite avec Al-Qaïda. Je rappelle que certaines factions qui ont reçu l'argent de Total ont ensuite fait défection et ont rejoint des groupes. Les Al-Qaïda. Et alors dites-moi, corruption énorme. Enfin, vous parlez de la corruption dans ce pays qui est quand même, évidemment, eu égard à la pauvreté, eu égard à tout ça, elle est patente. Et il y a ce côté, effectivement, al-caponisation, c'est-à-dire vous payez pour votre protection et vous payez très cher pour votre protection. Mais Total a voulu faire baisser cela. Le patron était venu d'ailleurs à Sanaa, et ensuite la politique française, notamment du ministère des Affaires étrangères, a essayé de se servir lors du printemps yéménite, on va dire du début 2011. Soulèvement yéménite qui au début n'était pas politisé, au début, comme dans le pays arabe. En même temps que le printemps arabe, c'est ça. Exactement. Et ensuite, après, il va être politisé, ce soulèvement, comme malheureusement dans d'autres pays arabes. Et au tout début, la France, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, Monsieur Juppé, alors que la France a été le soutien numéro 1 du Yémen et de ce président Ali Abdullah Saleh durant 20 ans. Voir le nombre de visites à l'Élysée, il s'entendait très bien avec Jacques Chirac, etc. Je rappelle que la compagnie nationale yéménite d'avion a des Airbus. Pas des Boeing. Donc il y a des liens aussi au niveau archéologique, au niveau culturel, etc. Et certains des plus grands experts du Yémen sont français. Laurent Bonnefoy, Franck Mermier et tant d'autres. Bref, je finis vite. Donc Alain Juppé appelle et fait comprendre au président, en gros, si on renégocie les coûts pour Total, on te soutient. Sauf que l'ancien président du Yémen, c'est le maître chanteur numéro 1. Donc on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et c'est l'une des choses les plus terribles, où la diplomatie française ne m'a jamais répondu à ce sujet. Mais donc, en gros, la France fait un espèce de chantage pour aider Total à un président qui en effet est en perte de vitesse. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? 3 personnes du Triangle Rouge, qui était donc une ONG française d'ailleurs financée par Total, ont été kidnappées officiellement par Al-Qaïda. Et quelques mois plus tard, ils seront libérés en échange d'une rançon. Je tiens juste à dire que ce n'est pas la France qui a payé cette rançon. C'est à peu près qui a payé et où cette rançon est allée, de plusieurs millions. Et donc, en fait, directement, cette intervention vient par l'énorme bourde du Quai d'Orsay, qui s'est dit, oh là là, au maître chanteur, monsieur Ali Abdullah Saleh, on va se servir du printemps arabe pour lui faire baisser les coûts pour Total. En réalité, 3 personnes ont été kidnappées derrière, soi-disant par Al-Qaïda. On sait qui a payé la rançon, Romain Molina, ou pas? Ou ça ne peut pas se dire? Total. D'accord. Donc, mais je vais pas les critiquer. Dans le sens où, s'ils ne la payent pas, ces gens-là seront peut-être morts. Oui, c'est ça. La vraie question, c'est de savoir qui a reçu la rançon derrière.
Ouais, tout à fait. Je dirais juste, et il y a son nom dans le livre, que c'était l'une des personnes les plus recherchées par le FBI à un moment. Non, c'est tout à fait passionnant. Et le nom est dans le livre, tout est dans le livre. Et je suis curieux de savoir, et encore une fois, je ne vais pas critiquer parce qu'on a sauvé forcément des vies humaines, mais il faut revenir à la cause. Pourquoi ces gens-là ont été enlevés? Ouais. Et c'est la diplomatie française qui a fait n'importe quoi au Yémen, en se disant, oh là là, en fait, c'est Total qui dictait quelque part la politique étrangère de la France au Yémen. Oui, c'est ça. Et c'est assez triste qu'il y a des vies humaines qu'on fait en pâtir. On va tout de suite continuer à en parler avec Romain Molina après cette petite pause. Romain Molina qui est avec nous, et vous, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous posez vos questions à notre invité du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h30 sur Sud Radio, on continue ce face-à-face avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, Romain Molina, qui vient nous voir pour ce livre. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé, c'est aux éditions Exuvie. Alors, on a parlé effectivement des bakchiches, mais c'est plus des bakchiches, hein. Ce sont des mannes célestes. Romain Molina, justement, à un moment donné, on va parler de beaucoup de choses, mais vous parlez à un moment donné des frères Kouachi, vous savez, ceux qui ont massacré effectivement les Wolinski, les Charbes et tout ça, Charlie Hebdo, hein, ça s'appelle de Charlie Hebdo, janvier 2015, et est-ce qu'ils se sont revendiqués de Al-Qaïda péninsule arabique, les frères Kouachi? Ils ont fait des camps d'entraînement exactement au Yémen. Exactement. En fait, ça, on est sûr de ça. Ouais. Certains. Ouais. Et juste pour le nom de la personne qui avait reçu l'argent de la rançon, c'est Fad Mohamed Al-Kousso Al-Waki, qui était un membre instrumental de l'attentat contre le navire américain l'USS Cole à l'époque, et qui faisait partie des 10 terroristes les plus recherchés. Et je rappelle que la FBI à l'époque offrait 5 millions pour chaque information menant à sa capture ou à son assassinat. Ouais. Et il est toujours... on sait où il est? Je crois qu'il a été tué depuis. Et je sais que la médiation avait été faite par un businessman yéménite qui avait des investissements également en France, monsieur Al-Awalaki, justement, qui venait d'une tribu similaire. Ouais. Mais ACPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a aussi eu, donc les frères Kouachi sont venus pour des camps d'entraînement, ça n'a pas été les seuls. Il y a eu plusieurs, on va dire, djihadistes internationaux, notamment africains. Je rappelle qu'en 2009 ou 2010, je crois, on avait réussi à faire passer dans un slip brodé de la poudre explosive dans l'avion reliant Amsterdam à Détroit, qui a fait exploser. Ça. Et en fait, quand il prend feu lui-même, et en fait, cet avion ne prend pas feu, parce qu'à l'époque, la branche saoudienne d'Al-Qaïda avait été plus ou moins démantelée par le ministère de la Défense, Ben Naïef. C'est pour ça qu'il s'était réfugié notamment au Yémen. Le Yémen était un peu de last refuge, le dernier refuge, lors de la fusion de ces branches-là. Donc ils ont eu quand même, ils ont eu une présence assez forte au Yémen quand même, Al-Qaïda. Ils ont bénéficié de la porosité déjà de l'État à chasser réellement Al-Qaïda. Mais après, c'était plus sur des objectifs vraiment au niveau local. Est-ce qu'ils avaient une capacité de projection à bouleverser le monde entier? Pas forcément. Ils ont aussi bénéficié d'une autre chose. C'est les fameux dommages collatéraux des actions américaines dans le Moyen-Orient, notamment suite à l'invasion de l'Irak, qui a créé malheureusement du Al-Qaïda ici et là, et également tous les attaques de drones au Yémen qui ont eu des civils. On a documenté d'innombrables morts, notamment des mariés, des erreurs, et ces gens-là qu'on a tués, qu'on a calcinés sous des bombes qui n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda pour des erreurs. Ces gens-là, non seulement ils n'auront jamais de réparation, mais surtout ils sont morts. Et donc vous imaginez tous ceux qui connaissent déjà dans des gens qui n'ont absolument rien, quasiment, et qui du coup potentiellement ils seront plus à même à rejoindre ce genre de groupe. Bien sûr. Romain Molina, parlons de ce personnage assez incroyable, Saleh, Ali Abdallah Saleh, le potentat, enfin en tout cas pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, 33 ans. C'était quelle personnalité? C'était quoi? Vous en parlez, enfin vous dressez un portrait très intéressant de... On a énormément de gens qui ont parlé de lui. Alors déjà à la base c'est un colonel illettré. C'est-à-dire que quand il récupère le pouvoir au Yémen du Nord, à l'époque, donc c'était pas encore l'unification, il y a une succession d'assassinats de présidents yéménites au nord comme au sud. Et tout le monde s'est dit, lui, il va pas faire plus de 6 mois. Sachant qu'on va dire ses seuls faits d'armes, outre le fait qu'il savait ni lire ni écrire, c'était qu'en fait, il était connu pour avoir commencé une carrière de contrebande de whisky. Lorsqu'il dirigeait une cargaison vers Mocha. Et d'ailleurs, il y avait Wikileaks avait révélé quelques télégrammes intéressants où il disait,
En gros, ils faisaient comprendre, en gros, les gens de Djibouti, je veux pas de trafic d'armes, mais si bon, ils trafiquent du whisky, bon, au moins qu'ils ramènent du bon. Pas de problème. Donc, le surnom, d'ailleurs, les Américains l'appellent le colonel Johnny Walker, pour la petite anecdote. D'accord. Donc, ce monsieur-là, en fait, tout le monde pensait qu'ils allaient, entre guillemets, le manipuler aisément, sauf qu'en fait, c'est un redoutable animal politique qui a toujours, en fait, c'est toujours servi d'un groupe du divisé pour mieux régner. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il s'est servi du soutien saoudien. À un moment donné, ça a été avec les frères musulmans, donc le parti Islam. Et en fait, il a toujours monté les uns un peu contre les autres. Et dans cette idée, on va dire, du chantage permanent pour récupérer plus d'aide, il y a eu j'ai eu énormément de conversations avec des officiels américains. Et des fois, c'était à mourir de rire, parce qu'en fait, ils pensaient qu'il y a une chose, c'était récupérer de l'argent. Et d'ailleurs, je crois qu'une enquête a été ouverte à Paris, il y a quelques années, sur les biens mal acquis par sa famille et ceux des oligarques autour. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi à perdurer au pouvoir de manière incroyable sans se faire tuer. Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Une où il a failli rester d'ailleurs. Et puis, c'est quand même ce monsieur qui est, on va dire, en grande partie responsable du chaos aujourd'hui, parce que lorsqu'il perd le pouvoir finalement et qu'il doit rendre le trône, on va dire ça comme ça, à monsieur Hadi, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va s'allier avec ses ennemis absolus, qui sont donc les fameux Houthis dont on parle aujourd'hui. Oui, on va en parler, oui. Et parce que de 2004 à 2011, il y a quand même 6 guerres dans le nord du Yémen faites par l'État central, donc par Ali Abdullah Saleh, contre les Houthis. Et des guerres terribles, abominables. Mais pareil, il y a eu un blackout médiatique. Et donc après avoir essayé de les tuer pendant des années, tout en les laissant un peu en vie, parce qu'ils avaient une capacité de nuisance. Parce que pas de Houthis, pas de possibilité de récupérer des fonds de l'Arabie Saoudite à côté. Donc il faut pas les exterminer. Comme pas d'Al-Qaïda, pas de possibilité de l'aide internationale, quoi. Ils sont redoutables, Et donc ces outils-là, s'ils ont pu récupéré le nord du pays et la capitale Sanaa en 2014, c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'ancien président qui avait gardé tous ses contacts, on va dire, dans l'appareil notamment militaire et de la sécurité. Et derrière... Alors, Romain Molina, aujourd'hui, on parle beaucoup des Houthis, puisque depuis quelques mois, avec ce qui se passe, au fond, les Houthis, alors c'est quoi exactement? Juste, vous en parlez. C'est des chiites, ce sont des chiites, en fait Oui, c'est des zaïdites, exactement, qui est un courant du chiisme. Mais surtout, ils se décrivent, eux, avant ça, ils se décrivent comme des Saddas ou des Hachimites, c'est-à-dire des descendants directs du prophète. Ce qui leur octroierait un droit suprême pour gouverner. D'accord. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'ils font la différence à ce niveau-là. Et si vous êtes un partisan des Houthis, mais que vous n'êtes pas un Hachimite, ça s'appelle un Zimbel. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un citoyen de deuxième classe. Je rappelle que quand ils ont récupéré le pouvoir, l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'était de ramener l'impôt pour tous les non-Hachimites. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un descendant du prophète, vous devez donner quelque chose. Alors ensuite, c'est un mouvement qui s'est fondé dans les années 90. À l'époque, on appelait ça les jeunes croyants. C'était, on va dire, assez marginal. On a eu... Parce qu'en fait, faut comprendre que le nord du Yémen, c'est le bastion, on va dire, du zaïdisme, et également de la communauté juive yéménite, d'ailleurs, historiquement. Et en fait, il y a eu un bouleversement dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a mis des instituts salafistes. Et donc, deux visions de l'islam complètement opposées. Donc, il y a un bouleversement de l'équilibre religieux dans le nord du Yémen, ce qui a amené, on va dire, un revivalisme, comme ça, reviviscence de l'identité du zaïdisme. Parce que je rappelle qu'avant, pendant des siècles, le Yémen du Nord était dirigé par un imam de confession zaïdite. Donc à la base, ça se passe comme ça. Ensuite, le fondateur Hussein al-Houthi, donc il a été député un petit peu, mais comme je dis, c'est un moment très marginal. Sauf que bon, de par les interventions ici et là, notamment la seconde intifada en Palestine et le 11 septembre, il va gagner en popularité par ses prêches et commencer à inquiéter un peu le pouvoir central qui va lui déclarer la guerre en 2004. Et donc aujourd'hui, les Houthis sont au pouvoir. Ils contrôlent donc le nord du pays, une grande partie du littoral sur la mer Rouge et également la capitale Sanaa. Ils contrôlent en fait la zone où il y a 2/3 des habitants parce que le sud est beaucoup plus grand. En fait, vu qu'il y a beaucoup de déserts et de montagnes, en fait, il est dépeuplé. Et ils sont donc là, ils veulent récupérer les zones pétrolifères. Ouais, c'est ça. À Mareb et à Chabois. Parce qu'ils ne contrôlent pas. Donc, s'ils veulent une économie pérenne pour l'avenir, ils sont obligés de les récupérer. Et dans le même temps, je le rappelle, parce que là, en effet, ils ont beaucoup agi sur la mer Rouge en se servant de ce qui se passe en Palestine. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est que la Palestine a toujours été un fondement de leur idéologie. C'est-à-dire que le slogan des Houthis, c'est mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, gloire à l'islam. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Death to America, death to Israel, etc. Et ça, ils le mettent de partout. Et ça, alors, historiquement, on dit que ça a été prononcé lors de la seconde intifada. D'autres disent que c'est après le 11 septembre. Dans tous les cas, ça a toujours été très fort à ce niveau-là, leur discours. Donc, il y a une idéologie sur la Palestine, oui. Par contre, derrière, ils récupèrent ce qu'ils sont en train de faire en mer Rouge, où ils disent qu'ils auraient fait un regain de popularité incroyable dans le monde arabe et également au niveau local, pour recruter davantage de troupes, pour faire ce qu'eux-mêmes appellent le Saint Djihad. Ils ont publié des clips promotionnels là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? Ils sont en train d'amener ces jeunes troupes vers les zones pétrolifères et vers les zones qui ne contrôlent pas. Et donc, on va voir ces prochaines semaines
une nouvelle étape de la guerre du Yémen au niveau interne, où en fait on se sert de ce qui se passe en Palestine pour des objectifs militaires. Militaire là, oui. Mais quid de l'intervention américaine là-bas, en mer Rouge? Ils attendaient que ça. Les Houthis, ça fait des années qu'ils cherchent à attirer l'attention américaine parce que quelque part, ça légitime leur présence, etc. Et il y a ce côté aussi martyr qu'ils veulent vraiment mettre en avant. Je rappelle que leur fondateur Hussein al-Houthi a été tué en 2004 dans une grotte. Et en fait, aujourd'hui, quand vous êtes un journaliste étranger ou autre, il y a comme un espèce de pèlerinage. On vous amène voir où il est mort, dans la cave de Salman, c'est près de la frontière saoudienne. Et en fait, ils le considèrent comme presque un deuxième Karbala. Donc Karbala, pour Ashura, c'est la mort de l'imam Hussein, une figure de du chiisme, bien sûr. Exact. Et en plus, ils vont vous dire, mais regardez, il s'appelait également Hussein. Alors, donc, en fait, là, l'intervention américaine leur permet de se victimiser, de passer pour des martyrs encore. Et pour le coup, juste une chose, qu'est-ce que les Américains pensent régler avec des bombardements? La coalition arabe a mené des bombardements pendant des années au Yémen, c'était un désastre absolu au niveau humain. Est-ce que les Houthis ont été moins forts? Pas du tout. Terrible. Donc, qu'est-ce que ça a mené? Vous dites, oui, ils ont massacré, comme vous dites, 300 à 400 000 personnes, c'est hallucinant. Les Émirats aussi sont intervenus. Oui. Romain Molina. Et il ne faut pas oublier qu'ils étaient conseillés et armés par les superpuissances internationales, en premier les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Oui, c'est ça. On se bat toujours par ces guerres par procuration, mais pour les bonnes affaires, comme vous dites vous-même. Mais dites-moi alors, financement, c'est l'Iran complètement ou pas? L'Iran est derrière, totalement. L'Iran est derrière le mouvement. Alors, au début, ils y étaient, mais pas non plus présents comme aujourd'hui. En fait, ils ont, notamment, au fil des années, leur investissement a été crescendo. Et en fait, là où les Iraniens, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ramener par la contrebande des armes au Yémen. Donc en fait, comment ils font, ils se servent notamment des ports de la Corne de l'Afrique, notamment Berbera en Somalie, Océan Djibouti et Assab, si je ne dis pas de bêtises, en face. Et donc en fait, de ces ports-là, il y a des petits bateaux, notamment des tonniers, qui ensuite vont accoster sur différents ports yéménites contrôlés désormais par les Houthis, afin d'amener un certain matériel et aussi un savoir-faire. Donc, évidemment qu'il y a des échanges, évidemment que l'Iran est derrière les Houthis, mais les Houthis ont bénéficié surtout des erreurs multiples et on va dire du manque d'union des autres parties yéménites et de la coalition arabe. Et surtout du fait que l'ancien président leur a donné les clés du royaume. Sans ça, jamais ils auraient récupéré la capitale. Et vu qu'on regardait le Yémen sur le prisme de l'antiterrorisme et le prisme d'Al-Qaïda uniquement, on a oublié les dynamiques yéménites. Et aujourd'hui, pourquoi on parle du Yémen? On parle pas parce que il y a des gros problèmes, il y a encore la guerre dans ce pays. On en parle parce que ça perturbe l'activité commerciale au niveau international. Ça perturbe le trafic commercial, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle, c'est clair. Mais les dirigeants aussi. Et alors justement, pour revenir non seulement à Hilal El-Hajj et puis les autres, le peuple, alors, mais c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que depuis des décennies, ce peuple se fait soit massacrer, soit assiste en silence, soit se fait manipuler. Comment vous êtes allé, et puis vous avez parlé effectivement avec Boutane Farouk, mais c'est la résignation, c'est-à-dire qu'il subit, et puis voilà, et ça continue encore et encore pour le peuple yéménite. C'est une terrible tragédie, en effet, vous l'avez dit, qui dure depuis des décennies et des décennies. Et c'est qu'un peuple qui a une résilience incroyable. Je vais juste donner une petite anecdote lors du soulèvement yéménite, donc. C'est assez terrible parce qu'en fait, on a une scène qu'on décrit avec précision. C'est-à-dire qu'il y a des insurgés qui ont balancé une grenade. Je me rappelle plus la ville, c'est une des plus grandes villes du Yémen. Et vous avez un jeune homme, il a ramassé la grenade pour la faire exploser sur lui-même pour sauver tout le monde. Donc vous avez toute cette résilience. Et je trouve ça incroyable, mais après les gens sont mentalement, surtout Boutaina, qui forcément, elle, les yéménites, elle sait ce qu'elle a vécu. C'est très dur, les nuits sans sommeil, etc. Parce que votre famille, maintenant, elle est éparpillée un peu dans le monde entier. Sachant que si on regarde, le Yémen n'en parle jamais au niveau international. C'est quand même si, ok, ça borde des routes commerciales importantes, mais c'est un pays qui a été oublié, qui a été marginalisé. On a l'impression, pardonnez-moi l'expression, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Que c'est des gens qui crèvent en silence. Et le pire de tout, moi je trouve que c'est un peuple qui est très digne. Et la dignité, on la voit avec le jeu qu'a fait l'ONU, notamment le World Food Programme, donc les programmes d'assistance humanitaire de l'ONU, notamment alimentaire. Où en fait, ils ont marketé le Yémen comme le pays de la famine. Attention, il y a des soucis. Pour récupérer plus de fonds. Et derrière, quand on voit comment ça a été détourné, et j'ai les photos et les vidéos, il y a eu, je le répète, des centaines de millions de tonnes jetées de nourriture au Yémen parce qu'elles étaient périmées ou pas bonnes à la consommation. Elles sont arrivées périmées, vous voulez dire, Romain Molina? En fait, soit elles sont restées trop longtemps au port, soit il y a des problèmes. On a même des vidéos où il y avait des barres céréales pour les enfants avec des clous, avec de la moisissure. Il y a de l'huile qui a été empoisonnée. On a eu des gens qui ont été empoisonnés. Ça s'est fait dans le plus grand des silences. Et vous savez le plus gros scandale, monsieur Berkoff?
c'est que l'envoyé spécial du Yémen par les Nations Unies, il a obtenu une promotion derrière. Aujourd'hui, c'est le chef de l'humanitaire. Je sais qu'il y a une caisse noire. C'est le chef de l'humanitaire. C'est le chef de l'humanitaire à l'ONU, après ce désastre absolu, qui a été documenté par tous les analystes yéménites, tous les journalistes yéménites, mais le monde ne veut pas regarder. Et je pense que pour certaines personnes de l'ONU, le Yémen, ça a été au-delà des bonnes affaires, ça a été inespéré. Oh, les Yéménites meurent de faim, il faut donner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Vous vous rendez compte que vous savez, au port, normalement, vous avez les contrôles des fraudes qui regardent. Il y a de la nourriture, des tonnes qui ont été refusées parce qu'elle était impropre à la consommation pour des enfants. Donc il ne faut pas avoir peur des mots. Et j'en parlais avec des gens qui ont été à l'ONU, comme Nadwa Dwassari, qui est une yéménite. Ouais. On a empoisonné des gens yéménites. C'est délirant. Et il faut arrêter avec ces programmes alimentaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a des coûts de transport beaucoup trop grands, la logistique elle est bien trop grande, ce qui fait que l'ensemble des dons quasiment ne va pas aux gens qui sont dans le besoin. Et on garde les gens sous, comment je pourrais dire, assistants. On les assiste. Et il y en a beaucoup au Yémen qui ont refusé ça, qui refusaient d'être pris en photo quand on leur donnait quelque chose. Il y avait beaucoup de dignité chez ces gens-là. Et voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de les humaniser le plus possible. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains et pas des statistiques ou une manière de faire de l'argent. Bien sûr, c'est ça qu'on oublie le plus, effectivement. On reste ensemble, Romain Molina, on va continuer à parler de ce drame, voilà, de ces pays oubliés. Nous sommes, le pays de l'indignation sélective. C'est ça qui me fait le plus, réagir, je dirais, dans tous les sens du terme. On continue après cette petite pause. Oui, à et puis tout de suite. toujours le même numéro 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez le dernier quart d'heure avec Romain Molina sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec le journaliste d'investigation Romain Molina, que vous connaissez sûrement pour ses enquêtes sur le football, les fédérations sportives, qui vient nous parler aujourd'hui de son nouveau livre sur le Yémen, les pillages organisés. Puis nous avons Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Molina, je vous félicite pour le travail que vous faites, Monsieur André, c'est tous les jours qu'on vous félicite, mais Monsieur Molina, je vous félicite, on vous donnera mon numéro de téléphone, si vous voulez, on pourra faire quelques voyages ensemble à Sud Radio, mais je vous félicite, vraiment vous faites un travail remarquable. Alors les Français peuvent s'en foutre un peu du Yémen, mais il faut pas s'en foutre parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec Davos et compagnie, il faut pas du tout se foutre du Yémen et si cela, les conflits d'intérêts, on le sait, d'intérêts ils existent, ils sont de plus en plus nombreux. Bien sûr, nous sommes la France le troisième pays, je crois, vendeur d'armes au monde, après les États-Unis, je crois, et les Russes, et c'est nous qui avons un panel le plus large au niveau. Nous, ça va du pistolet jusqu'au missile. Voilà, en passant partout. D'accord. Donc, je voudrais vous demander, vous avez certainement pas le truc, la réponse, mais que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins de conflits d'intérêts, il y ait moins de guerres qui soient sélectives, comme vous l'avez dit André, parce que il y a des guerres sélectives, c'est-à-dire que Poutine c'est vraiment le méchant et les Américains sont gentils et l'Arabie Saoudite sont nos amis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous, qui avez fait un gros travail d'investigation, Romain, pour que ça soit un peu mieux dans le Moyen-Orient et ailleurs, tout ce que vous avez visité. Voilà Romain, on vous remercie encore pour les Français. Romain Molina. Déjà, je vous remercie pour vos mots. Déjà, j'ai pas de baguette magique, mais j'en parlais avec Fourat Alani, qui est un excellent auteur franco-irakien, qui fait le parfum direct. Et on parlait une fois, et je lui dis, moi, mon impression, c'est qu'en fait, toutes les interventions, notamment américaines, et toutes les ingérences étrangères, ça a généré plus de problèmes que ça a apporté de solutions depuis 20 ans. Et notamment depuis 2003, cette invasion de l'Irak a déclenché un véritable chaos par ricochet ici et là. Quand on déstabilise un équilibre naturel, malheureusement, la réponse, elle peut être assez terrible. Il y a d'autres conflits on parle très peu, à l'est de la RDC, au Soudan, en Birmanie, ou le chaos permanent en Haïti, qui est voulu par certaines personnes qui s'enrichissent. Les massacres Romain Molina, pour les terres rares dans la République démocratique du Congo, c'est assez terrifiant, quoi. Oui. C'est terrible ce qui se passe en Haïti et dans plein d'autres pays. Honnêtement, il y a aussi, je pense, le silence qui permet l'impunité. Parce qu'on remarque quand même que lorsque médiatiquement on met la loupe sur quelque chose, je dis pas que ça fait énormément de changements, mais quand même, les gens se sentent observés. Le problème qui est au Yémen, c'est que personne n'en parle quasiment. Donc en fait, je vais reprendre l'exemple de Jamal Khashoggi. On a attendu qu'un citoyen saoudien
se fasse tuer dans des circonstances horribles, pour en gros mettre la lumière sur ce que faisait l'Arabie Saoudite au Yémen. Alors, et en plus, le pire, c'est de penser que l'Arabie Saoudite était la seule responsable. Alors, je rappelle que l'Arabie Saoudite intervient sur demande du gouvernement légitimement reconnu yéménite. C'est pas l'Arabie Saoudite qui est venue toute seule. C'est lorsque le président Hadi est délogé de la capitale à Sanaa, il est captif pendant quelques mois, il s'évade, il va à Aden, la capitale du Sud, et il va ensuite demander l'aide des puissances voisines. Donc, il faut jamais oublier ça. Et en fait, le fait de peu en parler ou de mal en parler, alors qu'il y a d'excellents experts français sur le sujet, bah, ça permet ça. Après, il y a pas qu'en France. Globalement, il y a plein de conflits dans le monde qui n'intéressent pas trop pour diverses raisons, peut-être idéologiques. Le problème au Yémen aussi, quand même, c'est que je vois pas des gentils et des méchants. Je vois que des méchants. Quand on voit la cruauté de toutes les parties, et je vais vous donner une anecdote pour vous montrer le problème, je comprends pas que ça fasse la une en France. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques années, Al-Qaïda avait récupéré une grande ville au Yémen qui s'appelle Mukalla. Ils avaient dévalisé la banque centrale, etc. Pour tous ceux qui ont regardé le film Lucky Luke, la balade des Dalton, bah, c'était pareil, sauf avec Al-Qaïda. C'est la balade d'Al-Qaïda. Ils ont récupéré la ville en 48 heures. On se demande comment, bon bref. Ville du centre, au centre du Yémen, ça. Enfin, voilà, qui est portuaire, etc. Mais qui est une ville importante. Donc, ils avaient récupéré, ce qui est très rare, parce que tous ces groupes-là, normalement, vont dans des coins un peu reculés. C'est rare dans une très grande ville. Parce qu'ils sont plus accessibles et tout. 10-11 mois après, reddition, ils partent de la ville et on vante l'intervention des Émiratis. Que c'est vrai, ont aussi leurs propres intérêts au Yémen, notamment dans le sud. Je vais juste vous donner une petite anecdote quand même. Il y a eu des négociations pour la reddition des membres d'Al-Qaïda. Les négociations se sont faites à Balkhaf. Balkhaf, c'est en fait le terminus du fameux pipeline de Total. Ça a été construit par Total. Donc dans les locaux de Total, on a eu des réunions entre des responsables émiratis, puisque depuis le début de la guerre, cette base est utilisée par les forces émiraties ou affiliées aux Émiratis comme un centre de torture et de détention. Et ici, on a eu des représentants d'Al-Qaïda qui sont venus donc dans les locaux de Total, négocier leur reddition, et ils ont pu partir de Mukalla tranquillement. Et médiatiquement, on a sorti quoi? Ah non, bravo aux Émiratis et tout. Donc c'est là où on se rend compte je vous répète, de ce double jeu. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'au minimum, on ne pourra pas empêcher les guerres ici et là, mais au moins, Romain Molina, est-ce que Total était au courant évidemment de ces tractations et tout ça? Total dit qu'il n'avait plus de fonction sur la base et depuis le début de la guerre, la base n'est plus utilisée par Total. Alors il y a quand même un point à signaler, c'est que nous on a eu les femmes de ménage. Donc ils ont toujours maintenu quand même un minimum au cas où pour la reprise des activités. Néanmoins, la base de Total n'est plus utilisée par Total depuis le début de la guerre, mais par les forces émiraties qui s'en ont servi pour faire des emprisonnements et même des tortures officiellement sous la lutte antiterroriste. Donc c'est toujours pareil, on revient toujours au même. Heureusement qu'il y a Al-Qaïda, parce qu'autrement on ne peut pas estimer ce qu'on fait. Heureusement qu'il y a Al-Qaïda, et comme vous disiez, heureusement qu'il y a aussi telle ou telle, évidemment, soit prise d'otage ou autre, et ça nous permet de vivre. C'est Romain Molina, c'est vrai, on pourrait en parler pendant des heures. Moi je recommande vraiment votre livre. Je crois que vraiment pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la géopolitique mondiale, et comme disait un de nos éditeurs, il faut s'y intéresser, parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en France, vraiment, si on ne comprend pas aussi ce qui se passe ailleurs. Juste un mot, vous avez, on a parlé, vous savez, avant de commencer avec vous, d'Amélie Oudéa-Castéra et du sport. Vous avez beaucoup enquêté, vous, sur le sport, et des aspects peut-être moins reluisants. Alors on va pas en parler, on va en parler une autre fois, mais est-ce que c'est toujours là? Il y a toujours le sport, c'est toujours, enfin le sport, les affaires du sport sont toujours des affaires encore opaques, si l'on peut dire. Et ça bénéficie d'une impunité. Enfin, on a eu plus de facilité avec Boutaïna à tracer l'argent de milices soudanaises et de mercenaires au Yémen que de savoir où va l'argent dans les transferts du foot, pour vous donner un peu un ordre d'idée. D'accord, c'est pas mal. Et vis-à-vis de la France et des fédérations sportives françaises, j'ai notamment fait une très longue enquête publiée sur Blast, sur la FFKMDA, Fédération française de kickboxing, muay thai et disciplines associées, où le ministère des Sports, et j'ai alerté personnellement la chef de cabinet, Madame Bourdet, et le conseiller sport d'Emmanuel Macron, Monsieur Cyril Morin. J'ai juste posé une question, Monsieur Bercoche. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, dans une fédération, vous pouvez acheter une carte d'identité française qui sort de la préfecture de Nanterre, pour quelqu'un qui n'est pas français? Que j'alerte les autorités? Rien. Je leur montre le papier. Et deuxièmement, je leur dis, et je vais être très clair, on a un marchand de sommeil dans cette fédération, qui en face de sa fédération, et j'ai l'adresse, il y a un bâtiment, il y a des clandestins. Et ils y payent très cher chaque mois. Donc on a un marchand de sommeil, on pourrait être gentil. Rien. Il y a des menaces de mort sur certaines personnes, rien. Je l'ai prévenu, rien. Donc on a une inaction absolue du ministère des Sports en général, qui est délirante. Moi aujourd'hui, je vais bientôt publier sur une autre fédération, on a des courriers d'élus de la République alertant sur la corruption, les dysfonctionnements financiers, et on a une ministre des Sports qui ne prend même pas la peine de répondre à certains élus de la République. Bravo, bravo. Alors je me demande à quoi ça sert le ministère des Sports aujourd'hui, à moins que ça soit le ministère du crime, c'est-à-dire couvrir le crime
Mais le ministère du Sport, non? Eh bien, on va reposer la question à Amélie Oudéa-Castéra. En tout cas, on transmet. Merci Romain Molina et merci pour votre livre sur le Yémen et pour le travail que vous faites. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé aux éditions Exuvie. C'est disponible et on vous le recommande. C'est écrit par Romain Molina. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Demain, André Berkoff. On revient de midi à 14h comme tous les jours. À demain sur Sud Radio. Des Berges du Rhône à la Maison des Canuts, du Théâtre des Célestins à la Basilique de Notre-Dame de Fourvière, du Musée Lumière au quartier Saint-Jean, Sud Radio arrive à Lyon à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.